Ah là là. Ah, c'est le premier, hein. C'est le premier qui a marqué, en tout cas dans l'histoire du gospel, parce qu'avant on était sur des négros spirituals, des chants de coton. Et Happy Day a vraiment amené à tous et pour tous ce chant moderne qu'est le gospel aujourd'hui. Voilà, c'est un classique. Un classique. Bon, alors, écoutez, je crois qu'il est l'heure de commencer l'interview, la vôtre. Vous êtes originaire de Bourg. Oui. Et vous avez passé un bac littéraire avec option théâtre, ainsi qu'une maîtrise art de spectacle, option théâtre. Bon, c'est assez dense quand même pour un premier parcours. Oui, 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 c'était parce qu'au départ, c'est vrai, j'étais dans le théâtre plutôt classique et contemporain, et c'était voilà, des études littéraires qui me tenaient à cœur, et j'ai adoré travailler autour de cette thématique et la scénographie du théâtre classique. À quoi rêviez-vous à cette époque-là? Est-ce que vous aviez une envie particulière d'exercer un métier spécifique? Oui, comme beaucoup de jeunes acteurs, je rêvais d'être actrice, hein, de cinéma notamment. C'est un rêve que j'ai un petit peu réalisé. Après, j'étais plus sur les planches de théâtre, comme j'avais un profil plutôt classique. Mais oui, j'avais ce rêve-là d'être comédienne et d'être actrice de cinéma, et la musique m'a attrapée assez vite. Alors justement, vous intégrez un conservatoire, le conservatoire classique et une école de chant. Oui, assez rapidement, parce que le conservatoire, je l'ai fait de 6 à 17 ans, et où j'ai eu 2 années de chant lyrique. Et quand je suis partie à Paris, j'ai enchaîné par une école de musique actuelle, voilà, qui est anciennement c'était le chantier, c'était anciennement l'école du chantier des Franco à La Rochelle, et après une école de comédie musicale aussi. Est-ce qu'on avait repéré tôt déjà la qualité de votre voix, le timbre? Alors oui, je pense, parce que ma première scène, j'avais 11 ans. Et on m'avait demandé de chanter. Alors c'est drôle parce que cette anecdote m'est revenue seulement il y a 2 jours en pensant à votre émission, d'ailleurs. C'était Je l'aime à mourir de Cabrel, et en fait il y avait eu 2000 personnes quand même pour cette première scène, et c'est un souvenir que j'avais enfoui, et j'avais eu la chance de pouvoir rentrer dans une chorale semi-professionnelle assez jeune, à 14 ans, et on m'avait mis déjà soliste avec d'autres copines à l'époque, donc les gens avaient remarqué, ouais, qu'il y avait quelque chose. Nous, on est trop jeunes, on se laisse porter, on ne réalise pas. Enfin, c'était un plaisir de chanter quand même, j'imagine. Ah oui, un plaisir d'être... une peur au départ quand même, parce que j'étais plutôt timide, mais un plaisir de partager avec tous ces gens. Et non, c'était génial, c'était une sensation forte. Et le trac, ou pas du tout? Quand on est enfant, on a peur? On a peur, mais c'est pas la même peur. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de se tromper ou d'avoir un trou de mémoire. On se demande juste, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, quelle sensation on a. C'est très particulier être sur scène en tant qu'enfant. Et après, vous parliez de comédie musicale. Alors, ça, c'est très tendance aujourd'hui, mais il y a quelques années, on n'est pas très âgé, c'est pas ça que je veux dire. Mais du coup, c'était peut-être un peu innovant. Oui, ben, c'était la première école de comédie musicale, hein, qui ouvrait à Paris en 2003. Ça aussi, c'était un rêve. C'est le seul regret que j'ai. Alors, je ne suis pas effectivement vieille, j'ai 38 ans. Le seul regret, pardon, c'était vraiment, ouais, d'intégrer une troupe de comédie musicale. Et c'était la première école. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment dans une culture anglo-saxonne, et je ne comprenais pas qu'il n'y ait pas d'école qui mêle donc théâtre, chant et danse. Et ça a été la première, ouais, en 2003. Et comme c'était la première, on était quand même assez gâtés. C'était avec le Palais des Congrès, donc on travaillait avec des grands chorégraphes, des chanteurs aussi de l'Opéra de Paris. Enfin, ils avaient mis la barre un peu grand, mais du coup, c'était génial qu'ils commencent enfin une école dans notre pays. Et justement, alors l'inspiration, c'était la fameuse comédie musicale Fame, dont on Ouais. se souvient tous, enfin tous ceux qui ont au-dessus de 15 ans. Exactement, exactement. Quand on l'a vu, qu'on ait l'envie d'être danseur, chanteur ou comédien, Fame, ça a marqué la vie, je pense, de tous les jeunes artistes. Et moi, c'est vrai que ça a marqué ma vie aussi. Alors, il y a plein d'autres comédies musicales, hein, qui nous ont marqués, mais c'est vrai que celle-là en fait partie. West Side Story, j'imagine. Ah oui, oui, beaucoup. Bah, surtout au conservatoire classique, où vraiment on est dans cette culture musicale dite classique, mais dans le cinéma au départ, on est dans cette culture classique. Et c'est West Side Story, voilà, il y a l'amour aussi, la rencontre, l'amour interdit. Donc quand on est jeune ou adolescente aussi, on y pense. Donc il y avait la musique et l'amour en plus. Oh là là. Un joyeux cocktail. Oui, exactement. Bon, alors par la suite, du coup, vous êtes dans ces écoles-là, comédie musicale, école de chant, ça dure combien de temps?
Écoutez, je suis arrivée à Paris en 97, donc ces écoles-là, fin 97 jusqu'à à peu près 2005. Je continuais de me former en même temps que j'étais sur scène. Et puis de fil en aiguille, vous allez exercer un autre métier, vous allez être metteur en scène, et puis comédienne, Oui. Par faire toute cette panoplie de chanteuse, et pas seulement. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir commencé en tant que comédienne, parce que j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans, dans une école amateur de théâtre, et quand je suis arrivée à Paris, donc à la Sorbonne, nous avions des cours de théâtre, et j'avais eu la chance d'avoir un metteur en scène qui m'avait pris sous son aile, donc j'ai joué 5 ans avec lui dans des petits théâtres parisiens, où ça a été vraiment l'école de la scène et du public et des mots, du texte, vraiment dans cette projection. Et je crois que je chantais déjà en fait sur scène. Je crois que la première pièce de théâtre, je lui ai dit tu veux pas qu'on chante quand même dans la pièce, et je crois que je chantais aussi. Ce désir de chanter était trop fort. Voilà, donc cette école de comédienne m'a énormément servi, notamment émotionnellement, je pense, en tant que chanteuse. Donc lorsque vous exercez ce métier-là, vous êtes intermittente du spectacle. Oui. Et ça va durer 10 ans. Oui, c'est ça, jusqu'à ce que j'arrête en fait le métier. J'avais 30 ans pour faire mon deuxième bébé. Ouais. Et va s'enchaîner alors par la suite peut-être un changement d'angle de vie, en tout cas, où vous allez décider de passer un diplôme de formateur professionnel pour adultes. Exactement. Qu'est-ce qui enclenche cette idée de s'orienter différemment? Alors vous savez, quand on est chanteur professionnel, c'est une chance magnifique, mais chanter 10 à 14 heures par jour pendant donc, plus de 10 ans, j'avais d'autres envies. Et c'est vrai que vocalement, c'est pas forcément une fatigue, on est tellement heureux de chanter, de partager, mais je m'étais dit, voilà, j'ai 30 ans, c'est un bilan de ma vie, est-ce que tu as envie de faire autre chose, tout en ayant la musique dans mon cœur et de garder ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours, tu aimes le plus ? Et en faisant un bilan de compétences, c'était cette notion pédagogique. Parce que j'ai toujours transmis les choses pédagogiquement, et c'est vrai que... Mais en fait, il existe un métier où tu peux transmettre tout ce dont tu as appris. Et au début, non. Parce qu'un intermittent du spectacle qui voulait se reconvertir, c'était compliqué en 2008. D'ailleurs, quand j'ai passé mon diplôme, j'étais la deuxième intermittente du spectacle en France sur ce diplôme-là. Et la formation professionnelle d'adulte permettait d'avoir la pédagogie et de pouvoir aussi former dans tous les domaines qu'on voulait. Donc moi, je me suis spécialisée en communication, management et bien sûr autour de la voix. Et pourquoi pas autour des formations dites artistiques, mais à l'époque, j'avais arrêté, donc je ne pensais pas y revenir. Donc un grand changement, une nouvelle étape dans votre vie. Oui. Et puis, c'est un peu cocasse, ce qui vous arrive, c'est que votre premier job suite à cette formation-là, on vous propose d'intervenir dans une entreprise, et la première intervention a rapport avec la voix, avec le chant, avec le gospel. Voilà. Exactement. Je me suis dit, je change de métier, je passe un diplôme, je tourne la page, et la première chose qu'on me demande, c'est « Tu ne veux pas chanter du gospel en entreprise ?» Et là, je me suis dit « Ah là là, mais en fait, c'est ma vie. » J'arrête, mais le gospel est toujours là. Malgré moi. Donc c'était un beau signe et un beau geste. Donc, je vais vous faire un petit medley qu'avait chanté Mahalia Jackson, notamment une des deux chansons qui vraiment m'a donné envie, notamment de faire la préparation de l'album qu'on s'est donné 2 ans pour faire dans cet hommage de Mahalia Jackson, qui est donc Summertime et Sometimes I Feel Like a Mother Child. Donc vous faire un extrait avec plaisir. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. I am daddy's rich, and your mind's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel
like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. Merci beaucoup. Bon, alors, on pourrait dire vous situer à quel niveau au niveau de la voix? Ah, je suis mezzo-soprane, donc pas mal de graves, mais aussi des aigus. Et c'est une tessiture particulière parce qu'on est au milieu. Donc voilà, c'est une empreinte vocale qui est assez particulière et qu'aujourd'hui j'aime énormément parce qu'on a plusieurs couleurs dans la voix, on peut aller s'amuser. Et c'est vrai qu'au bout de 20 ans maintenant, ça y est, je connais bien ma voix, j'ai envie d'explorer de plein de manières. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs pour entretenir votre voix aujourd'hui? Je continue de travailler, de chanter beaucoup, de pouvoir continuer aussi la technique vocale. Et j'ai repris des cours de chant lyrique avec une professeure de chant qui s'appelle Agnès Lecossois, je crois. Son nom de famille qui est extraordinaire, qui est une tourangelle. Et reprendre le chant lyrique, c'est génial. De repartir sur mes origines, parce qu'au départ, je travaillais sur le chant lyrique au conservatoire. Et ça permet voilà, de continuer à travailler les écus, son amplitude aussi respiratoire et continuer à prendre confiance en soi. Et lorsqu'on parle de mal de gorge, ça vous prend du miel, est-ce que vous en abusez? Oui, beaucoup de miel, d'apropolis aussi. De la propolis, ça c'est génial. Tilleul, beaucoup, des plantes naturelles. Oui, il faut user, en abuser pour garder votre voix, il n'y a pas de souci. Alors justement, cette fois aujourd'hui, on y avait bien là, tout va bien, mais il y a eu un moment dans votre parcours où justement la voix a posé problème. Quand vous avez un problème de santé. Oui. Et puis vous êtes adressé à un médecin et comment dire, le diagnostic ou les conseils de ce médecin ont été assez étonnants. Oui, c'était dans cette période du coup d'arrêt où j'avais arrêté donc ma carrière à 30 ans en me disant que voilà, la musique c'était fini, un deuxième bébé, j'allais être formatrice en entreprise, ça allait être génial. Et en fait j'ai eu un souci grave à la voix. Et il me dit mais mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant? Et je lui disais j'étais chanteuse professionnelle. Et il me dit, mais c'est impossible, là aujourd'hui, votre gorge, c'est comme si elle était morte. Vos cordes vocales sont en train de s'éteindre. Donc si vous ne chantez plus, vous mourrez. Et quand on a 32 ans et qu'on vous dit ça, c'est un choc émotionnel. Donc il me dit, chantez dans la douche, dans la voiture, comme tout le monde, je ne vous demande pas de monter sur scène, mais foncez, rechantez, je vous en supplie. Et c'est vrai que ça a été un témoignage émouvant. Et après, vous savez, il y a la fibre. On rechante 2 minutes et... Voilà, l'envie était là et c'était reparti du coup pour rechanter. Donc effectivement, quand vous dites sinon vous avez des choses un peu inquiétantes, oui. Ah oui, c'était véridique. J'étais en train de me créer un cancer de la gorge tout simplement parce que, comme il m'expliquait, ça ne vibrait plus, ça ne vivait plus. Et vous savez, quand on est en congé maternité et après, quand on a des bébés, c'est génial, mais on parle peu. Donc passer d'une vibration 14 heures, 20 heures de chant par jour, peut-être pendant 15 ans, et après parler très peu, dire 5-6 phrases par jour, effectivement les cordes vocales peuvent s'éteindre. Et je pense qu'elles s'éteignaient petit à petit. C'est là du coup que vous revenez à chanter et que oui. La passion du chant revient au galop oui. Et que vous avez l'envie et l'intention de créer un trio. Oui. Et un trio qui va exister, qui va s'appeler Mrs. Swing. Oui, je suis arrivée donc dans votre jolie ville qui était Bordeaux et je me suis dit nouvelle ville, nouvelle vie, nouveau projet, donc pourquoi pas monter, c'était un de mes rêves aussi de monter un trio vocal, mais j'aurais jamais osé penser le faire. Et donc quand je suis arrivée à Bordeaux, voilà, j'ai pu rencontrer et auditionner des jeunes filles, voilà, avec qui on est devenues collaboratrice, chanteuse, co-écrivain aussi des chansons de Mrs. Swing, voilà, et cette aventure a duré 4 ans et demi. Elle s'est arrêtée peu, mais non, ça reste un super souvenir et une première étape donc, de mon chemin de vie aussi en tant que chanteuse professionnelle, je dis, dans mon projet
de vie. Vous êtes d'ailleurs reçu à cette Oui. occasion dans Ton cœur des femmes avec les deux autres jeunes femmes. Oui, c'était génial d'ailleurs. C'était un chantier. Et je crois que ça a bien fonctionné. Vous étiez assez demandé. Oh oui, on a eu vraiment, enfin, d'ailleurs je remercie tous les gens qui ont cru en nous, mais on a eu vraiment un joli succès grâce au public et aux partenaires, hein, aux financeurs aussi. Il y a eu beaucoup d'aides, les gens ont cru en ce projet, nous ont aidés et je pense qu'on a passé des moments aussi magnifiques, vraiment, pendant ces 4 années. Alors aujourd'hui, vous intervenez aussi en tant qu'art thérapeute, je l'ai dit Oui. en début d'émission. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un lien entre ce qui vous est arrivé, peut-être cette voix qui partait, ou est-ce que c'est une coïncidence? Alors c'est vrai que je n'ai pas pensé au lien, sachant que l'art-thérapie vocale, c'est vrai, a été quand même là depuis longtemps. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément cité dans mon parcours de vie, mais quand je suis arrivée à Paris, j'étais à la fois sur scène, je faisais mes études, mais j'ai commencé en tant que professeur de chant musique actuelle. Et les gens, donc je continuais de me former en formant les gens. Et à 18 ans, j'ai eu ma première élève. Et on m'a donné vraiment un vrai cobaye parce que j'ai une personne qui a eu tous les problèmes vocaux qu'on peut imaginer, mais en une seule personne. Je l'ai eu 3 fois par semaine pendant 6 mois. Et les gens, au bout de 6 mois, sont venus la voir en disant « Mais tu t'es fait opérer des cordes vocales ?» Et elle m'a donné tellement de fil à retordre que j'ai vu qu'effectivement, il y avait tout un panel, certes de techniques vocales, mais que c'était lié au corps et à l'émotion. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai accompagnés depuis 20 ans venaient souvent, à mon avis, se soigner par la voix chez moi et me choisissaient et disaient « Vous n'êtes pas un prof de chant traditionnel ». Et je crois qu'effectivement, l'art-thérapie vocale a toujours été dans ma vie. Il a fallu 20 ans, du coup, pour que ça se révèle. Et c'est vrai que ça s'est révélé à Bordeaux quand j'ai intégré, du coup, je vous en parlerai après, mais le centre bien-être, l'espace Chrysalide, où là, ça a été vraiment une révélation. Mais effectivement, c'est la première fois, je n'ai pas forcément fait le lien par rapport à mon problème de santé, mais je pense que oui. De toute façon, je pense que ça a été un déclencheur. Oui, vous avez raison. Alors, Florence Nobodino, ça vous parle? Oh oui, c'est drôle que vous ayez choisi cette chanson. Et je vous remercie de l'avoir aussi laissée en surprise, parce que Nobodino, ça sera un des titres qu'il y aura sur l'album et que j'ai retravaillé à la fois en texte et en arrangements vocaux et musicaux avec un pianiste de jazz il y a 10 ans. Et oui, elle m'évoque beaucoup de choses parce que c'était un des morceaux qu'on devait faire pour ma première scène en solo et que je n'ai pas pu faire parce que j'étais chef de chœur de 100 lycéens à Angoulême avec, d'ailleurs, je l'embrasse, Jean-Luc Hénin, un prof de musique assez extraordinaire, avec qui on avait retravaillé d'ailleurs avec Missy Swing. Et on avait notre premier concert, donc première partie où j'étais soliste et deuxième partie en tant qu'assistante chef de chœur et lui, pour ma chorale, donc nos 100 lycéens. Et malheureusement, une demi-heure avant de monter sur scène, la moitié de la chorale se retrouve avec une angine blanche foudroyante. Et également, moi aussi. Donc du coup, je me suis retrouvée dans ma loge à ne pas pouvoir monter sur scène. Et j'ai été arrêtée un mois. Vraiment, ça a été quand même assez important. C'était une angine foudroyante. Alors bon, je ne sais pas ce qu'était le signe à cette époque-là, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'envie de remonter sur scène seule et de pouvoir faire cet album je pense, a une importance pour moi aujourd'hui. De prendre un petit peu votre revanche, j'imagine que ça a été une grosse déception. Oui, bien sûr. Même pour tous les partenaires, tous les gens qui avaient... Et le public qui était là, c'était un jour particulier. Et ça a l'air assez fou comme ça, 50 personnes qui ont une angine. Ouais. Ah, mais tout le monde s'est retrouvé à Faune. Alors, je pense qu'on n'était pas dans des conditions de travail, si vous voulez, très... Voilà, on nous a mis un peu dans les courants d'air, donc... quand on est 150, comme ça, c'est compliqué de mettre les gens dans des lieux un peu sécurisés vocalement. Mais ça nous a fait une grande leçon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est vigilant sur la répétition, notamment même de lycéens, sur des événements de concerts en église, où aujourd'hui, on demande qu'on fasse attention à nos voix, parce que c'est très important. C'est notre outil de travail. Aujourd'hui, vous travaillez aussi dans un espace dédié au bien-être qui s'appelle l'espace Chrysalide, qui se situe au Chartrons, c'est ça? Oui, exactement. C'est un espace du coup qui a été créé il y a 2 ans et demi, que j'ai eu la chance d'intégrer dès le départ avec Carole Faye, sa directrice, et c'est vrai que c'est un cadeau. Alors ça aussi c'est un cadeau de la vie parce que quand on parlait de l'art-thérapie vocale, c'est vrai que ça s'est vraiment révélé à ce moment-là.
quand je cherchais une salle, aussi intégrer une équipe de thérapeutes et un espace un peu différent autour du bien-être. Et cet espace venait d'être créé et voilà, je l'ai intégré tout de suite et tout s'est ouvert pour moi en art-thérapie vocale. Les gens ont commencé à venir, la presse, les médias. Et il y a eu vraiment une révélation en France, à l'étranger. Enfin, ça y est, les gens m'avaient reconnue en tant qu'art-thérapeute vocale. Voilà, c'était génial. Aujourd'hui, est-ce que c'est une pratique qui se répand? Enfin, il y a beaucoup d'art-thérapeutes. Alors, les art-thérapeutes, oui. Alors, en plus, il y a des art-thérapeutes diplômés. Alors, plutôt sur art plastique, danse, théâtre. Art-thérapeutes vocaux, on n'est pas énormément en France. Hein. Il y en a, hein, mais c'est vrai que la partie que vocale, elle est moins courante. Elle est moins courante. Alors moi j'ai fait le choix aussi de ne pas être diplômée de l'art-thérapie parce que j'ai envie de développer aussi mes propres outils et de pouvoir après voilà, déposer tout mon travail, mes livres, ma forme de pensée aussi, pourquoi pas un jour créer mon école aussi de centre de formation, voilà, une école d'art-thérapie dans une autre mouvance. Mais voilà, en tout cas oui, il y a l'art-thérapie aujourd'hui est prouvé que ça fonctionne, que ça soit dans les structures voilà, de bien-être ou dans les hôpitaux. Vous dites d'ailleurs que vous en avez là pour 30 ans, arrêtez tout ce... Vous avez parlé de livres, les cours, la nouvelle méthode, les outils. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est... Pour moi, aujourd'hui, mes deux métiers, c'est effectivement être chanteuse de gospel et de l'assumer pleinement et d'être art-thérapeute vocale et qu'on puisse savoir que cet outil-là est extraordinaire. Il soigne, il guérit, il libère, c'est génial. Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, quel genre de patients vous avez pour éduquer par la voix? Oui. Pas forcément des gens qui chantent comme vous. Surtout pas. J'allais dire, je n'ai que des non-chanteurs pratiquement. Les gens qui viennent, ce sont effectivement tout corps de métier, tout milieu socio-culturel, vraiment. Ce sont des gens soit qui ont la curiosité de la voix, de se dire je ne connais pas ma voix, j'en ai besoin dans mon travail ou même dans ma vie et je voudrais vraiment la connaître. Et ils sont conscients qu'il y a un facteur émotionnel. Après, j'ai des gens qui viennent notamment référés par des phoniatres, des ORL, qui ont besoin d'une rééducation mais un peu plus spécifique. Qui effectivement était liée à un accident de vie, une maladie, une pathologie aussi, une faiblesse. Et après, j'ai des gens qui sont, voilà, qui sont touchés par la maladie, que ce soit boulimie, anorexie, cancer, dépression, burn-out, beaucoup, et qui ont choisi de se soigner par la voix, où là, ils ont une sensibilité vocale et ils savent que ça doit passer par la voix pour guérir. Donc c'est voilà, c'est très intéressant et j'ai des enfants aussi, le plus jeune que j'ai c'est 6 ans, donc ça va de 6 à 100 ans, où les gens choisissent de venir se libérer par la voix, ils savent que c'est pour eux et que c'est un besoin aujourd'hui fondamental. Vous avez des résultats, j'imagine? Oui, alors c'est vrai que la chance de l'art-thérapie, quelle qu'elle soit, on est vraiment en collaboration avec les médecins. On est, voilà, moi je travaille avec des cancérologues, des pédiatres, des psychologues. Donc on a des résultats de rémission, que ça soit sur des... Alors quand on parle de rémission de cancer, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, au niveau vibratoire, le son va effectivement nettoyer et travailler sur cette vibration, donc corporelle et vocale. Donc elle peut aider en tout cas la rémission de la maladie et au moins diminuer peut-être comment dire, la fatigue, de pouvoir mieux gérer son stress aussi. Parce que souvent, on s'est rendu compte que notamment le travail du diaphragme, le travail du placement vocal, le soin sonore, permet donc d'être moins stressé et de mieux connaître son corps. Et du coup, quand on est en situation de maladie, le mental, le corps et la voix sont vraiment des outils importants de guérison. Et c'est vrai que les gens qui aujourd'hui ont malheureusement une maladie, quelle qu'elle soit, elles veulent tout essayer pour s'en sortir. Et du coup, pour eux, ça leur paraît pas du tout... anodin de se dire si voilà la voix peut libérer, peut m'aider en tout cas à garder le moral, à être moins stressée, mieux gérer mes émotions. Et donc je pense elle contribue, voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent fait en termes de protocole quand même avec des médecins. On ne remplace pas du tout les maladies, on ne remplace pas les médecins diplômés. C'est vraiment une collaboration et c'est vrai qu'à Bordeaux ça a été très très bien accueilli. Voilà, c'est aujourd'hui vraiment, je travaille avec plein de corps de métiers médicaux qui sont ouverts à ça. La rencontre avec tous ces gens différents, tous ces médecins, tous ces gens qui ont des différentes
Ah oui, que ça soit personnellement ou professionnellement, je me dis de vouer sa vie à pouvoir aider les gens à être heureux, c'est quelle belle cause. Quelle belle cause. Et que ce soit en individuel ou en collectif, c'est vrai qu'à l'espace, on peut vraiment développer ça. On est vraiment voilà, dans un être, enfin, vraiment dans un espace chouette et qui est dédié à ça. Et les gens s'y sentent bien. Écoutez, je pense que ça peut aider, enseigner les gens qui nous écoutent. Je sais aussi que vous êtes à l'origine d'ateliers que vous Oui. animez, et pas seulement sur Bordeaux, mais Non, alors c'est chouette parce que c'est l'année un peu des duos. Je travaille avec plein de gens cette année, donc j'ai tous mes ateliers. Donc déjà j'ai le petit cœur bien-être. Alors je fais un clin d'œil parce que les filles, je sais qu'elles m'écoutent. J'ai un petit cœur bien-être le mercredi tous les 15 jours à Espace Bien-être. C'est un petit cœur où on a la gentillesse en plus d'avoir un collègue guitariste, Philippe Ganter, qui va nous accompagner en live là, pour le petit concert du 27 juin. Et après, j'ai un atelier le samedi matin tous les mois autour donc de comment libérer ses émotions, comment gérer sa timidité et libérer sa voix le samedi matin. Et après, on a des stages. Voilà, alors beaucoup sont faits à l'espace Chrysalide à Bordeaux, voilà, sur des thématiques très différentes. Hein. On peut avoir voix et spiritualité, on peut avoir libérer sa parole en public aussi dans la notion de voix parlée. Et après, effectivement, sur d'autres villes, je peux avoir voilà, des stages autour comment dire, des centres énergétiques, aussi des fleurs de bac. Là, en juin, je pars à Montpellier avec une collègue faire voix, soigner la voix par les fleurs de bac et l'art-thérapie vocale. Pardon. Donc plein de stages voilà, en France et à l'étranger. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup de demandes et c'est toujours un cadeau de pouvoir, même l'expatrier, de pouvoir avoir cette méthode à la française que voilà, nos amis belges, suisses et j'espère bientôt canadiens. Parce que c'est quand même le fief quand même de l'art-thérapie et notamment l'art-thérapie vocale. Nos amis canadiens sont friands de ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va bien me falloir 30 ans pour pouvoir vraiment travailler cette esthétique et de pouvoir amener tout ce dont je rêve voilà, aujourd'hui. alors vous avez plusieurs cordes à votre arc, on peut dire, donc on peut dire qu'il y a plusieurs volets aussi, un volet santé, se poursuivre, développer au fur et à mesure du temps, quelque part, différents axes. Oui, c'est ça, un volet santé, un volet du coup musical, pédagogique aussi, hein, parce que ça me tient toujours à cœur de continuer à travailler avec voilà, les institutions, les collèges, les lycées, même les crèches, parce que chanter, vibrer, faire vibrer, dès 1 an, voilà, les bébés sont très réceptifs. Et effectivement, les entreprises, voilà, aujourd'hui j'interviens aussi en entreprise. Et je travaille aussi en tant que formatrice, du coup je n'ai pas quitté mon métier, formatrice professionnelle d'adultes au CREPS et à l'IRTS où j'interviens sur des diplômes plutôt sociaux, voilà, au niveau du secteur social, dans cette notion que la musique est un outil social d'intégration, d'autonomie, de liberté, de tolérance aussi. Donc c'est vrai que le gospel n'est jamais loin, parce qu'aujourd'hui le gospel notamment est un outil que j'utilise en tant qu'outil de soin et d'ancrage et de libération. Vous parlez du CREPS, hein, j'ai bien entendu. Oui. Alors le CREPS, comment on a besoin de... Dans quel cas j'interviens en fait sur un diplôme qui s'appelle le DGEP d'animation sociale. Donc ce sont nos animateurs sociaux qui interviennent donc, soit dans les EHPAD, soit dans des centres sociaux et culturels, qui ont besoin de leur voix, de leur corps et surtout d'être bien dans leur peau. Et du coup, on a fait un cycle aussi qui est avec ma directrice qui est très ouverte à ça, qui a fait un cycle d'art-thérapie pour aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'arrivaient pas forcément à projeter leur voix ou parce qu'il y avait des blocages de vie hein, en formation. En plus, c'est pas facile, hein, 18 mois de formation. Voilà, donc là, on intervient à la fois donc, en communication, méthodologie de projet, hein, des choses traditionnelles, mais aussi autour de l'art-thérapie vocale et l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi pour pouvoir accompagner mieux les autres dans leur posture professionnelle et le savoir-être. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des projets, d'autres projets, Florence ? Oui, alors il y a, qui est en lien, il y a ce projet donc, de l'album. Alors je salue Max Zita qui sera le directeur artistique, hein, qui est là 1 an à Bordeaux, à l'espace Chrysalide pour sa master choir bordelaise. Hein. Donc voilà, on a un grand concert le 3 juin à la cathédrale de Bordeaux où du coup je serai choriste et soliste avec lui. Et c'est Philippe Walter qui sera notre pianiste du coup pour mon album. Voilà, on s'est donné 2 ans.
Et c'est ma productrice de Paris, Demi Swing, qui reprend le relais pour cet album, qui je ne sais pas encore comment il s'appellera, mais dans cette notion de Mrs, en tout cas de Mississippi, de New Orleans. Voilà, donc 2 années de travail pour présenter cet album. Voilà, donc je suis ravie. Vous êtes très occupée. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est un plaisir. Famille, oui, 2 enfants, un mari, c'est sûr. Voilà, c'est du boulot, tout ça, mais c'est une vie rêvée, comme on dit. Si je vous demande plutôt le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence. Le fait que je sois bavarde. J'essaye de me contrôler, tout ça, mais je suis tellement passionnée que voilà, je me freine et je pense que les gens aussi ont de l'indulgence pour ce défaut-là. La vie sans les amis, ça serait... Impossible. Ce serait tellement triste. Ah non, la vie, c'est obligatoire. L'amitié fait partie de la vie. On signe à la naissance. Vous avez des amis depuis longue date? Oui, j'ai des amis d'enfance, d'adolescence. Et comme j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai que j'ai beaucoup de copines et d'amis là où j'étais. Donc ce qui est génial, c'est voilà, en voyageant, je retrouve toujours des attaches en France et à l'étranger. Mes amis sont très très importants, font partie de ma vie. Et puis on terminera sur cette question qui revient très souvent, une citation, un dicton qui vous parle. Alors, je n'en avais pas en arrivant, mais il y a quelque chose qui m'est venu en préparant cette émission avec vous. Peut-être cette phrase, je ne sais pas si c'est une citation, un dicton, mais on va dire que voilà, j'aime bien cette idée, que le rêve de tous les possibles n'est jamais impossible. Parce que je crois que ça résume bien le début de ma vie en tout cas. Voilà. Très joli, en tout cas, on termine sur une note de l'espoir, d'espérance positive. Donc, il est l'heure de se quitter, Florence. Merci en tout cas, je suis ravie. À chaque fois, c'est un pur bonheur votre émission. Donc, merci beaucoup. Plaisir et réciproque aussi. C'est gentil. Donc,